Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la chute de Napoléon Ier et de la fin de l'Empire. Voici un soldat de l'armée républicaine. Quelles sont ses armes? Eh bien, les soldats de l'armée républicaine avaient une épée et un fusil. Voici un tableau de Moses qui représente la bataille de Valmy. Qu'a voulu représenter le peintre sur ce tableau? Eh bien, le peintre voulait nous montrer comment s'est déroulée la bataille de Valmy. Au fond, on voit les armées positionnées, de la fumée, du feu, et au premier plan, des chevaux au sol, des hommes blessés ou morts. Il voulait nous montrer comment se déroulait cette bataille. Où sont les soldats? On a deux plans différents. Au premier plan, des soldats qui sont un petit peu partout, à cheval, au sol, couchés, ou sur la gauche par exemple, en train de porter les blessés. Au fond, on voit les armées qui sont rangées les unes en face des autres, qui s'affrontent. Notre armée peut affronter les Prussiens sans craindre les amis du roi à Paris. À mon commandement! Feu! En position de tir! Position de tir! Schauen Sie mal zur linken Flanke runter! Kommt raus! Longue vie à la nation! Longue vie à la France! Voici une carte des guerres napoléoniennes. En quelle couleur est l'Empire français? Eh bien, l'Empire français est en couleur bleue sur cette carte. Contre quel pays est-elle en guerre? Eh bien, les pays verts sont des États dépendants, et pourtant même en étant dépendants de l'Empire français, ils vont lutter contre. On voit que les pays hostiles, qui sont vraiment en guerre contre la France, sont le Portugal
et le Royaume-Uni. Pourquoi la situation semble-t-elle grave pour la France? Eh bien, tout simplement parce qu'elle est encerclée. Voici une diapositive, ou plus ou moins un texte, sur la bataille d'Eylau. Percy, un médecin, écrit les choses suivantes. J'ai trouvé le service chirurgical de nos hangars en pleine activité. Mais quelle activité! Des jambes, cuisses et bras coupés, jetés avec les corps morts devant la porte. Des chirurgiens couverts de sang. Des infortunés ayant à peine de la paille pour eux et grelottant de froid. Pas un verre d'eau à leur donner, rien pour les couvrir. Le vent soufflant de toutes parts dans la remise. Qu'est-ce qui montre ici l'horreur du champ de bataille? Eh bien, c'est le vocabulaire utilisé, les jambes, les cuisses, les bras coupés, les corps morts qui sont devant la porte, les médecins qui sont couverts de sang, les blessés qui grelottent de froid, pas un verre d'eau, rien pour les couvrir. On voit vraiment que les conditions sont catastrophiques. Observez cette carte des guerres napoléoniennes. Sur cette carte, la France est en vert foncé. Les États vassaux sont les États qui dépendent de la France en vert clair. Et en vert pâle, les États alliés qui sont avec l'Empire. Les États ennemis sont en violet au nord et à l'ouest de la France. Donnez-moi le nom de 2 victoires et de 2 défaites de Napoléon. Eh bien, si l'on regarde la carte, les victoires napoléoniennes sont représentées par le symbole de l'aigle. Nous avons Wagram dans l'Empire d'Autriche, ou Austerlitz, Iéna, et c'est tout. Quant aux principales défaites, nous avons Leipzig, Waterloo et Trafalgar. Quels sont les territoires qui sont contrôlés par la France? Eh bien, les territoires contrôlés par la France sont tous les territoires en vert clair. L'Espagne, l'Italie, la Suisse, une partie de l'Allemagne, une partie de l'Autriche, une partie de la Belgique et de la Pologne. Décrivez le personnage. Comparons les deux personnages. Eh bien, le garde de l'armée de Napoléon a un callback sur la tête en poil d'ours. Les habits sont beaucoup plus riches, bien que tous les deux portent du bleu, du blanc et du rouge aux couleurs de la France. La tenue du soldat à droite est beaucoup plus soignée. Pourquoi? Parce qu'il représente l'empereur, donc on donnait une image riche, belle, importante de l'armée de Napoléon. Il mettait en valeur les soldats pour montrer la puissance de l'Empire. En 1812, Napoléon est en guerre contre la Russie et à la tête de son armée, il va aller jusqu'à Moscou et prendre la ville. Comme l'hiver approche, il ne peut pas y rester, il va rentrer en France, il va repartir de Russie et ça va être un véritable désastre. C'est ce qu'on va appeler la retraite de Russie. Le sergent Bourgogne, dans ses mémoires, écrit la chose suivante. C'était le 25 novembre 1812. Ceux qui étaient à pied se traînaient péniblement, ayant presque tous les pieds gelés et enveloppés de chiffons et mourant de faim. L'empereur venait ensuite, à pied et un bâton à la main. Il était enveloppé d'une grande capote doublée de fourrure. Il était accompagné de Murat, d'Eugène, des maréchaux, tous à pied. Tout cela était suivi de 700 à 800 officiers et sous-officiers portant, dans le plus grand silence, les aigles des régiments auxquels ils avaient appartenu et qui les avaient tant de fois conduits à la victoire. À quoi voit-on que l'armée de Napoléon n'a pas été victorieuse? C'est le vocabulaire qui est utilisé qui nous fait comprendre ça. Ils se traînaient péniblement, ils avaient les pieds gelés, ils mouraient de faim. Un peu plus loin dans le texte, ils étaient tous à pied. Or,
beaucoup étaient des cavaliers qui avaient des chevaux. Et enfin, quand on dit ils avaient appartenu au niveau des aigles, donc les symboles, et qui les avaient tant de fois conduits à la victoire, c'est à l'imparfait, ce qui prouve que c'est terminé depuis. Pour résumer, après avoir pris pouvoir, Napoléon poursuit toutes les guerres qu'il a faites de la Révolution. Et sauf en 1801-1802, la France est constamment en guerre jusqu'en 1815. Napoléon va remporter de nombreuses victoires, comme Austerlitz par exemple, qui vont lui permettre de réorganiser complètement l'Europe. Mais il n'arrive pas à vaincre les Anglais. Et la Grande Armée, l'armée de Napoléon, subit un échec en Russie en 1812, et en 1814, les armées françaises sont battues. Napoléon doit abdiquer.